Il y a plusieurs années, dans la ville d'Azaba, vivait un jeune homme nommé Kola. Il était un homme très séduisant, avec de belles jambes, une voix de baryton et une ligne de cheveux douces qui attirait une foule d'admirateurs. Kola n'était pas seulement bien fait de sa personne. Il était riche, extrêmement riche. Il possédait de nombreuses maisons à travers le pays et un garage rempli de voitures de luxe, plus nombreuses que dans un concessionnaire. Kola habitait une demeure comptant tant de chambres que, s'il avait choisi d'en occuper une différente chaque nuit, il lui en serait resté à la fin de l'année. Il était propriétaire d'hôtels, de clubs et de centres commerciaux dans tous les coins du pays. Kola était si fortuné qu'on racontait même qu'il utilisait des billets comme papier toilette après être allé aux toilettes. Mais malgré cette opulence, Kola n'aimait jamais faire la fête ou s'amuser comme les autres jeunes de son âge. Il était très discret et chérissait son intimité. Il ne laissait personne s'approcher trop près, pas même son personnel de maison. Kola vivait seul dans son immense résidence aux fenêtres très hautes, comme une forteresse, complètement isolée. Le personnel n'avait jamais le droit de passer la nuit sur place, quoi qu'il arrive. Ils arrivaient vers 8 heures du matin, à 18 heures précises, ils étaient tous partis, laissant Kola seul avec ses sombres secrets. Des secrets capables de faire s'effondrer un adulte de terreur. Des secrets qui pouvaient plonger un enfant dans la folie. Et ce secret était caché derrière une porte précise, dans une pièce obscure de sa vaste demeure. Kola était très convoité par les femmes d'Azaba et des environs. Elles se jetaient toutes à ses pieds, espérant devenir son épouse. Mais Kola ne les prenait jamais au sérieux. Il sortait avec quelques-unes, mais cela ne durait jamais plus de quelques mois. Kola recherchait un type précis de jeunes filles, des adolescentes issues de familles pauvres, vivant dans de petits villages éloignés d'Azaba. Lorsqu'arriva le moment pour Kola de se marier, il n'épousa aucune fille d'Azaba. Il se rendit dans un village reculé d'Ilorin pour choisir une épouse. Là-bas, il jeta son dévolu sur une jeune fille nommée Ajok. Ajok avait 19 ans et venait juste de terminer ses études secondaires. Elle était l'aînée de 5 enfants. Ses parents étaient de modestes paysans qui peinaient chaque jour à nourrir leur famille. Kola aborda Ajok et ses parents, déclara ses intentions de l'épouser, les combla d'argent, construisit une grande maison dans le village pour les parents d'Ajok et installa son père dans une affaire prospère. Il les submergea de richesses, comme il n'en avait jamais vu. C'est ainsi qu'Ajok fut donné en mariage à Kola. Sans trop de questions. Sans trop de complications. L'argent parle, le reste marche. Kola paya la dot d'Ajok et la cérémonie de mariage fut l'événement le plus marquant du village. Les villageois enviaient Ajok d'avoir décroché un homme riche qui avait changé leur destin du jour au lendemain. Après la cérémonie, Kola emmena sa jeune et innocente épouse dans sa résidence en ville et lui offrit le meilleur de tout, vêtements, bijoux. Il la traitait comme une reine. Quelques mois plus tard, Ajok tomba enceinte et annonça la grande nouvelle à son mari avec joie. Tous deux se réjouirent, tous deux célébrèrent. Mais leur bonheur se transforma rapidement en deuil. Ajok disparut mystérieusement de façon étrange. Elle s'endormit un soir et ne se réveilla jamais le lendemain, avec sa grossesse. Kola informa ses parents, tous pleurèrent et pleurèrent leur perte. Oh, quelle jeune fille pleine de vie, encore dans la fleur de l'âge. Ses rêves et son avenir envolés comme le vent. Les parents d'Ajok pleurèrent amèrement. Kola versa aussi quelques larmes, mais ce qui était fait était fait. Il demanda aux parents d'Ajok l'autorisation d'enterrer sa défunte épouse à l'arrière de sa résidence, et ils acceptèrent, puisque c'était son mari. Sans question, rien. Kola enterra sa femme enceinte décédée, du moins c'est ce que tout le monde crut. Et la vie reprit son cours. Ajok, oublié. Un an plus tard, Kola décida de se remarier. Cette fois, il se rendit dans un petit village du Benue et choisit une très belle jeune fille nommée Esther. Esther avait 19 ans, était très intelligente, avec de longs cheveux et des yeux brillants pleins d'espoir pour l'avenir. Orpheline, elle vivait chez son oncle et sa famille. Elle était travailleuse et honnête. Chaque jour après l'école, elle vendait des sachets d'eau pure au carrefour pour aider sa famille. C'est là que Kola posa les yeux sur elle, comme un prédateur guettant sa proie. Il approcha l'oncle d'Esther, les couvrit d'argent et de cadeaux, et demanda la main de la jeune fille. Esther ne voulait pas se marier. Elle rêvait d'aller à l'université et de devenir avocate un jour. Mais les rêves ne paient pas les études. L'argent, oui.
Kola promit de financer ses études. Il promit monts et merveilles. Et la pression de son oncle, aveuglé par la richesse, ne facilita pas les choses. Finalement, elle accepta d'épouser Kola. Comme pour Ajok, Kola construisit une grande maison pour l'oncle d'Esther et installa la famille. Ils organisèrent la plus grande cérémonie de mariage que le village ait jamais vue. Après le mariage, Kola emmena son épouse en voiture vers la ville. En partant, Esther fit au revoir de la main à son oncle et ses cousins, promettant de rester en contact. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce serait la dernière fois qu'ils la verraient. À son arrivée dans la résidence de Kola, Esther eut l'impression d'entrer au paradis. Elle avait des domestiques à son service, mangeait ce qu'elle voulait. Kola lui offrit un chauffeur personnel pour l'emmener où elle désirait. Elle portait les plus belles tenues, comme les célébrités au cinéma. Sa vie ressemblait à un conte de fées. Kola était le meilleur mari dont elle pouvait rêver. Esther était heureuse. Elle s'agenouillait chaque jour pour remercier Dieu de lui avoir donné un tel époux. Kola tint sa promesse de la soutenir dans ses études. Il l'inscrivit à l'université et elle commença le droit. Tout était parfait, la vie était parfaite. Jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et que le malheur frappe à nouveau. Comme pour Ajok, Esther s'endormit un soir et ne se réveilla jamais. Sa vie et celle de l'enfant qu'elle portait furent mystérieusement fauchées. Ses rêves anéantis. Après la mort d'Esther, Kola pleura. La famille d'Esther pleura. Tout le monde pleura la jeune fille emportée par la froide main de la mort. Quelques jours plus tard, Kola demanda à enterrer le corps d'Esther dans sa résidence. Et, comme précédemment, l'oncle accepta. Sans question, sans drame, sans soupçon, juste le silence. Quelques mois plus tard, le monde tourna la page et oublia Esther. Exactement un an après, Kola se remaria. Cette fois à une belle jeune fille musulmane de Kano, nommée Zénab. Zénab connut le même sort cruel que les deux précédentes. Il en fut de même pour Ogechi, une jeune fille de 20 ans originaire d'Abia, et pour Naomi. Toutes ces jeunes femmes rencontrèrent une fin mystérieuse quelques mois après leur mariage avec Kola. En 5 ans, 6 épouses avaient perdu la vie, enceintes, dans la résidence de Kola. Et personne ne soupçonna rien. Les familles ne posèrent jamais de questions, elles rentrèrent simplement chez elles pour faire leur deuil. Un samedi fatidique, Kola assista à un mariage à Benin City. Là, ses yeux se posèrent sur une jeune et belle fille à la poitrine généreuse. Elle n'avait pas plus de 22 ans. Dès qu'il la vit, Kola commença déjà à planifier son mariage avec elle. La jeune fille s'appelait Uki Nebo, plus connue sous le nom d'Uki. Uki était diplômée en français de l'université de Bénin. Elle apprenait le maquillage avant de partir pour son service national. Ce week-end-là, sa patronne avait été engagée pour maquiller la mariée, et Uki l'avait accompagnée. Une fois le travail terminé, elles furent invitées à une table dans la somptueuse salle de réception et servies de plats variés, grâce au statut de maquilleuse de la mariée. Ce jour-là, Uki se jeta sur son assiette avec appétit, mangeant sans retenue. Elle n'avait rien avalé de la journée et ce n'était pas tous les jours qu'on mangeait des plats sophistiqués comme du riz chinois et des fruits de mer. C'était une occasion en or, et Uki en profita pleinement. Tandis qu'elle dévorait son repas, elle sentit un regard posé sur elle. Ce n'était pas un regard hostile, mais celui qu'un homme adresse à une femme qui l'intéresse. Uki leva les yeux et croisa le regard d'un bel homme vêtu d'un élégant agbada blanc. L'homme était grand, avec un corps athlétique visible sous son vêtement. Et son sourire était divin. Uki détourna aussitôt les yeux, un peu gênée, et continua à manger. Mais cette fois, elle mangea avec plus de retenue. Puisqu'un admirateur l'observait, pendant toute la réception, Uki remarqua que les yeux de l'homme la suivaient partout. Elle lui lança quelques regards furtifs et, à chaque fois que leurs yeux se croisaient, son cœur bondissait. Il y avait quelque chose chez cet homme, elle était intriguée. À la fin de la fête, l'homme s'approcha d'Uki et se présenta, « Bonjour, je m'appelle Kola. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous regarder pendant toute la soirée. » « Vous êtes magnifique, dit-il. Uki rougit intensément. Elle était conquise. C'est ainsi que débuta la relation entre Uki et Kola. Ils sortirent ensemble plusieurs fois et commencèrent à fréquenter sérieusement. Kola était un rêve devenu réalité pour Uki. Beau, doux et riche. Il était transparent comme un livre ouvert.
Il lui confia qu'il avait été marié auparavant, que son ex-épouse était morte d'une complication de grossesse. Uki fut touchée par sa franchise et en tomba encore plus amoureuse. Mais ce qui la convainquit définitivement qu'il était l'homme de sa vie, c'est qu'il ne chercha jamais à obtenir d'intimité physique. Contrairement à son précédent petit ami qui voulait coucher avec elle, Kola était différent. Il ne tenta jamais rien. Il ne la toucha jamais de façon intime. Ils ne s'embrassèrent même pas. Ils se tenaient simplement la main. Quand elle lui demanda pourquoi, il répondit qu'il se réservait pour leur nuit de noces. Uki n'en revenait pas qu'un tel homme existe encore. Un vrai gentleman, un package complet. Elle ne cessait d'en parler à ses amis, sa famille et même aux membres de son église. Kola rendit visite à Uki chez ses parents à Bénin à plusieurs reprises. À chaque fois, il apportait des cadeaux somptueux, des tissus, de l'argent pour ses parents et frères et sœurs. Il était humble et respectueux. Très vite, il conquit le cœur de toute la famille. Quelques mois plus tard, Uki et Kola se marièrent. Kola acheta une maison pour les parents d'Uki, leur offrit des voitures et développa le commerce de riz de la mère d'Uki, exactement comme il l'avait fait pour les familles de ses 6 précédentes épouses décédées. Kola emmena Uki dans sa résidence d'Azaba. Elle n'arrivait pas à croire sa chance de vivre dans un tel palais. Des domestiques faisaient tout à sa place, un chauffeur personnel la conduisait partout. Uki n'avait plus à lever le petit doigt. Elle était servie comme une princesse. Et Kola était plus doux que le miel. Toujours attentif, jamais il n'élevait la voix. Il la couvrait de luxe. Mais au bout de quelques mois, Uki remarqua des comportements étranges. Il ne la laissait jamais rendre visite à ses parents à Bénin, et ses parents n'avaient pas le droit de venir non plus. Quand elle demanda pourquoi, il répondit qu'il voulait préserver son intimité, qu'il venait juste de se marier et que ce n'était pas le moment d'avoir des visiteurs. Uki remarqua aussi qu'aucun parent ni ami de Kola ne venait jamais. Il vivait isolé dans cette immense maison. Même le personnel n'avait pas le droit de passer la nuit. Dès 18 heures précises, la maison devenait silencieuse comme une tombe. Ou peut-être était-ce vraiment une tombe, avec ce silence oppressant et cette obscurité inexplicable. Ce qui l'inquiétait vraiment, c'était que Kola disparaissait la plupart des nuits dans une pièce précise de la maison et y restait des heures, la laissant seule dans leur chambre. La peur commença à s'installer dans l'esprit d'Uki, mais elle se rassurait en se disant que tout allait bien. Les mois passèrent et Kola commença à faire pression pour qu'elle tombe enceinte. D'abord subtilement, puis, après un an de mariage sans grossesse, il changea complètement. Il n'était plus doux ni gentil. Il la menaçait de divorcer si elle ne concevait pas. Uki s'inquiéta. Elle avait tout essayé, mais rien ne fonctionnait. Elle avait bu toutes les décoctions que sa mère lui avait envoyées, sans résultat. Un jour, elle consulta une clinique à Azaba. Les examens montrèrent qu'elle était parfaitement fertile. Le médecin lui conseilla de faire venir son mari pour un bilan. Le soir même, quand Uki transmit le message à Kola, il entra dans une colère noire. « C'est toi le problème, Uki. Ma précédente épouse est tombée enceinte en quelques mois. Tu es peut-être stérile », lança-t-il méchamment. Ces mots blessèrent profondément Uki. Elle tenta de le convaincre de se faire examiner, mais il refusa catégoriquement. « Uki, si d'ici la fin du mois tu n'es toujours pas enceinte, ce mariage est terminé. »« Je n'ai plus de temps », déclara-t-il en claquant la porte. Cette nuit-là, Uki ne ferma pas l'œil. Elle pleura amèrement à l'idée que son mariage allait prendre fin à cause de son incapacité à concevoir. Le lendemain, elle appela sa mère, lui raconta tout, et elles entamèrent un jeûne sec et des prières intenses pour qu'un enfant arrive. Uki priait sans relâche pour tomber enceinte, ignorant que si Dieu exauçait ses prières, elle risquait de connaître une fin mystérieuse. Les jours suivants, Kola changea du tout au tout. Il cessa de dormir dans la même chambre qu'elle. Il lui adressait à peine la parole. Elle était devenue une étrangère dans sa propre maison. Chaque nuit, Kola s'enfermait dans sa pièce secrète et y restait jusqu'au matin, faisant on ne sait quoi. Uki le remarqua mais préféra ignorer, pensant que c'était peut-être son bureau avec des documents importants. Mais au fil des jours, elle commença à entendre des bruits étranges venant de cette pièce. La voix de Kola qui parlait, à qui ? Elle n'en avait aucune idée. La curiosité finit par l'emporter et elle décida de découvrir ce qui se cachait derrière cette porte toujours verrouillée. Le lendemain, elle interrogea une domestique, mais celle-ci répondit qu'elle n'en savait rien,
qu'elle n'avait jamais le droit d'approcher cette porte. La femme précisa qu'elle n'avait commencé à travailler dans la maison qu'après le mariage d'Uki. Il devint clair pour Uki que Kola cachait quelque chose. Elle avait trop longtemps ignoré les signes. Quelque chose clochait, et elle était déterminée à le découvrir. Les jours suivants, Uki chercha des indices, des clés pouvant ouvrir cette porte. Elle se souvint alors que son mari portait toujours sur lui une clé particulière, qu'il appelait « la clé de sa fortune ». Ce devait être celle-là. Elle chercha sur Internet comment dupliquer une clé et apprit qu'on pouvait utiliser de la cire. Elle acheta de la cire et le nécessaire, rentra comme si de rien n'était. Ce soir-là, pendant que Kola prenait sa douche, Uki s'introduisit dans sa chambre, prit l'empreinte de la clé avec la cire, remit la clé à sa place exacte et regagna sa chambre. Cette nuit-là, Kola s'enferma encore dans sa pièce et les bruits reprirent. Le lendemain matin, dès que Kola quitta la maison, Uki sortit sans chauffeur, se rendit chez un serrurier qu'elle avait repéré en ligne et fit faire un double de la clé. Elle était prête à dévoiler tous les secrets de son mari. De retour l'après-midi, un proche lui conseilla d'ouvrir la porte en l'absence de Kola et de fouiller tranquillement. Mais Uki, têtu, préféra agir la nuit, quand il serait occupé dans la pièce. Le soir venu, Kola ne se douta de rien. Ils échangèrent quelques mots brefs et Uki versa même quelques larmes pour feindre l'inquiétude sur leur absence d'enfant, pendant que son plan était en marche. Cette nuit-là, Kola entra dans sa pièce secrète et les bruits habituels commencèrent. Uki, bien éveillée, s'approcha sur la pointe des pieds, déterminée à voir ce qui s'y passait, même au prix de son mariage. Profitant d'un moment où Kola était absorbée, elle introduisit la clé duplissée, ouvrit la porte d'un coup et fit irruption dans la pièce. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Son esprit sembla quitter son corps. Kola, pris au dépourvu, fut tout aussi choqué qu'Uki ait découvert son secret. Uki resta figée, essayant de comprendre la scène. Son mari, Kola, était en train de faire l'amour à une femme enceinte embaumée, morte, allongée sur un lit. Elle compta 1, 2, 3, 6 femmes. Toutes enceintes. Toutes mortes. Toutes recouvertes d'un pagne blanc. Soigneusement disposées sur des lits. Quand Kola réalisa que son secret était exposé, il se ressaisit rapidement et se jeta sur Uki. Elle avait vu son plus sombre secret, il ne pouvait pas la laisser vivre. Il devait l'éliminer avant qu'elle ne parle. Kola tenta de l'attraper, mais Uki esquiva et s'enfuit en courant hors de la pièce. Il la poursuivit de toutes ses forces, mais Uki était plus rapide. Elle sortit de la maison en hurlant à l'aide, « Au secours! Au secours! À l'aide !» Ces cris réveillèrent les voisins de la résidence et alertèrent les agents de sécurité du domaine. Tous accoururent et virent Uki fuir Kola en criant. Uki se précipita vers le poste de sécurité et leur expliqua que son mari voulait la tuer. « Aidez-moi, mon mari est un ritualiste, » sanglota-t-elle. Ce jour-là, Uki raconta aux agents ce qu'elle avait vu dans la pièce secrète. Ils arrêtèrent Kola sur le champ, entrèrent dans la maison et découvrirent les 6 femmes enceintes, allongées, sans vie, le ventre gonflé. « Je l'ai toujours dit, cet homme est un ritualiste. Chaque année il épouse une nouvelle femme », lança l'un des agents. Tout le monde était horrifié. Kola était le mal incarné. Les voisins appelèrent la police, qui prit Kola en charge. Les corps furent évacués vers la morgue pour enquête. Uki, tremblante de peur, fit ses bagages et quitta la maison en courant. Au commissariat, Kola, menotté mains et pieds, était assis face au commissaire principal. Le DPO le regarda avec effroi et commença, « Monsieur Kola, pouvez-vous expliquer pourquoi 6 corps de femmes ont été retrouvés chez vous ? Et pourquoi avez-vous tenté de tuer votre 7e épouse quand elle a découvert votre secret ?» Kola fixa le commissaire d'un regard qui lui donna des frissons et répondit, « Monsieur l'agent, je n'ai plus beaucoup de temps. Je vais tout vous dire. Cette femme a ruiné ma vie. Je n'aurais jamais dû l'épouser. Elle était différente des autres, plus âgée, plus intelligente. Je n'aurais jamais dû l'épouser. Ukinebo était censé être le dernier sacrifice pour que je vive longtemps. Vous voyez, il y a des années, mes amis et moi sommes allés dans un village reculé pour un rituel de longévité. Nous avons chacun acheté un coq. Le devin a dit que le nombre de grains de maïs mangés par le coq indiquerait le nombre d'années de vie restantes après le rituel. Mes amis ont eu 50, 40, 60 ans. Mais mon coq n'a mangé que 5 grains,
Je n'avais que 5 ans pour profiter de toute la richesse que j'avais accumulée. La seule solution était de sacrifier cette femme enceinte que j'aurais épousée selon la tradition. J'avais déjà réussi à en sacrifier 6. Ukinebo devait être la 7e, mais elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Et elle a découvert mon secret. Maintenant, tout mon travail est réduit à néant. Les 5 ans sont écoulés et l'esprit viendra réclamer son dû. Quand un homme demande votre main en mariage, il est important de poser des questions, d'en savoir plus sur lui, de bien le connaître avant d'accepter. Quand un homme veut épouser votre fille, renseignez-vous sur lui, priez, informez-vous avant même de commencer. Le monde est rempli de personnes malveillantes, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Partagez cette histoire avec vos proches pour qu'ils en tirent une leçon ou deux. Mettez un pouce bleu si cela vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Restez prudents, et à bientôt pour une autre histoire captivante et édifiante. Au revoir pour l'instant.